Évidemment les organisateurs de m'avoir proposé de venir justement vous proposer un projet sur la cardinalité, donc vraiment chez les tout-petits en maternelle. Il s'avère que je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Donc Catherine Thévenot, je suis professeure en psychologie du développement cognitif à l'Université de Lausanne. Et je m'intéresse en effet en ce moment particulièrement aux enfants à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 7-8 ans sur cette dimension-là. Je fais d'autres choses aussi, notamment avec Jérôme Prado. C'est juste pour montrer que Jérôme Prado en fait, est impliqué dans toutes les études qui sont présentées ici. Mais voilà, là, ça sera un peu indépendant quand même. Mais voilà, je travaille aussi avec Jérôme Prado comme tout le monde, en fait. Mais là, je vais essayer de proposer quelque chose d'un peu indépendant. Alors, donc, effectivement, moi, ce que j'essaye de comprendre, justement, en tant que chercheur, mais aussi de faire comprendre aux enfants, c'est ce concept de nombre. Et j'essaye de trouver des nouveaux moyens, puisque, comme vous le savez très bien, pour les enfants, ce n'est pas très évident. Et notamment sur certains principes, notamment le principe de cardinalité, qui est assez compliqué pour certains enfants, encore une fois, à acquérir. Et donc, c'est là-dessus qu'on va développer les choses. Donc, effectivement, il y a plusieurs principes. Donc moi, je vais vraiment axer sur cardinalité, mais j'ai aussi besoin de vous parler un tout petit peu du principe de correspondance terme à terme, parce que c'est là-dessus que je pense m'appuyer pour justement étayer le principe de cardinalité. Je vous fais juste un petit rappel, mais André l'a fait, donc je peux aller rapidement. Effectivement, dénombrer une collection, déjà, c'est vraiment déterminer le nombre d'objets dans une collection précise, et c'est pas seulement compter. Alors c'est vrai qu'en français et en anglais, c'est très ambigu, parce qu'on va dire, est-ce que tu peux compter le nombre? Mais en fait, c'est pas ça qu'on veut, c'est qu'il dénombre le nombre d'objets justement dans la collection. Compter, on va voir, c'est différent et ça nécessite pas, ça nécessite beaucoup moins de maîtrise que le dénombrement. Donc effectivement, savoir compter, c'est pas dénombrer, puisque l'enfant peut réciter une suite de nombres sans avoir compris les principes justement qui sont nécessaires pour comprendre qu'à la fin du dénombrement, le dernier mot énoncé représentera l'ensemble de la collection. Donc effectivement, c'est des études relativement anciennes de Gell-Mann et Galistel qui vont énoncer les 5 principes de base. Il y en aurait peut-être d'autres en fait, mais on pourra en parler plus tard si j'ai le temps, on verra. Mais en tout cas, on va rester sur cela pour l'instant. Donc le principe de correspondance terme à terme, qui va consister à ce que l'enfant comprenne que chaque élément verbal énoncé va correspondre à un seul élément de la collection et non pas par exemple à 2 éléments de la collection. Effectivement, il faut que l'enfant comprenne que ici, 1, 2 et 3, ça va correspondre à un jeton particulier. Alors quand il fait ça, justement, il va pointer et ça peut venir peut-être le perturber un tout petit peu pour comprendre, on va y venir, que 3, c'est pas seulement le dernier objet de la collection, mais bien les 3 objets, et ça sera justement le principe de cardinalité. D'accord, mais là, simplement sur le principe de correspondance terme à terme, je vous montre qu'en effet, parfois, c'est pas très évident pour les enfants, avec un petit exemple. Est-ce que tu arrives à compter tous les lions? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Donc il y en a combien? 17. Donc vous voyez, on a de la chance, elle s'est arrêtée parce que parfois on ne sait pas trop comment les arrêter, mais là on a eu de la chance. Donc effectivement, c'est un principe de correspondance terme à terme qui n'est absolument pas du tout respecté ici. Alors je passe plus rapidement parce que je ne vais pas en parler, puis en plus André les a déjà évoqués tout à l'heure. Donc il y a le principe d'ordre stable, la suite des étiquettes doit être, comme tu disais André, fournie dans le sens une liste ordonnée, elle est culturelle cette liste, mais il faut la respecter. Le principe d'abstraction qui consiste à concevoir que c'est pas parce qu'on va compter 2 lions et 3 chevreaux que ça fait pas 5, d'accord. Et puis le principe de non-pertinence de l'ordre, là aussi les enfants, je vais pas beaucoup en parler aujourd'hui, mais vous pouvez me poser des questions après. C'est un principe qui pose problème aux enfants. C'est celui en fait qui va être acquis en dernier, plutôt vers l'âge de 4 ans et demi que plus tôt que ça. Et le principe de non-pertinence de l'ordre consiste à comprendre que je peux commencer par n'importe quel élément de la collection, j'arriverai exactement au même résultat en ce qui concerne le dénombrement, par exemple. Et voilà, donc là je vais m'attarder parce que c'est le principe qui m'intéresse particulièrement, ce principe de cardinalité où les enfants doivent comprendre que la dernière étiquette verbale nommée lors de justement du comptage, là pour le coup, va correspondre à tous les éléments de la collection et non pas au dernier élément nommé. Et donc voilà, je vous montre, ça c'est les travaux pardon. J'ai plus avancé mes slides. C'est les travaux de Fuson ici, où elle va proposer à un enfant de
compter, voilà, c'est vrai qu'on va utiliser cette terminologie-là en anglais, cette collection-là. Et là, typiquement, l'enfant, je vous montrerai un vrai exemple tout à l'heure, va pouvoir avoir un comportement tel que celui-ci. Donc, combien est-ce qu'il y a de jetons? 1, 2, 3, 4. Alors là, on pourrait se dire, ah super, il s'est super bien dénombré, puis on s'arrête là. Mais en fait, non. Parce que si on continue et qu'on dit, très bien, alors il y en a combien? L'enfant peut avoir ce comportement-là. 1, 2, 3, 4. Ok, donc très bien. Donc combien est-ce qu'il y en a? 1, 2, 3, 4. Et là, je peux vous assurer que vous pouvez continuer un sacré moment. C'est vous qui allez être lassé et pas l'enfant, d'accord? Et donc ça continue comme ça. Donc là, on est bel et bien dans une situation où l'enfant compte les éléments un par un, mais ne comprend pas que le dernier élément nommé, justement, correspond à l'ensemble de la collection. Effectivement, là, quand il dit 4, il pense que c'est ce 4 en particulier, alors même qu'il devrait comprendre que c'est l'ensemble de la collection. Donc ça, c'est ce que Rémi Brissot, peut-être probablement d'ailleurs, beaucoup d'entre vous connaissent les travaux de Rémi Brissot, ou en tout cas les analyses de Rémi Brissot, qui faisaient justement cette différence entre comptage dénombrement, où on peut considérer l'ensemble de la collection, ou comptage numérotage. Et donc, quand on considère que chacun des étiquettes données correspond à un numéro et justement pas à un nombre. Donc voilà, Rémi insistait beaucoup là-dessus, on y reviendra tout à l'heure, et pensait notamment que certains outils qui étaient utilisés dans les classes n'étaient pas tellement adéquats pour travailler le dénombrement et travailler plutôt le numérotage. Est-ce que tu arrives à compter tous les chats? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waouh! Et du coup, combien est-ce qu'il y a de chats? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Génial. Il y en a combien? Génial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc là, double faute, c'est-à-dire que non seulement la petite fille recompte, mais en plus, elle n'arrive pas du tout au même mot nombre, et vous avez vu que ça lui pose absolument aucun problème. Hein, d'accord, donc on voit bien qu'elle ne maîtrise pas le principe de cardinalité. Alors, ce principe de cardinalité est testé classiquement avec une tâche qu'on appelle Donne-moi N, qu'on va utiliser d'ailleurs dans le jeu que je vais vous proposer. Et donc c'est tout bête, on va demander aux enfants, est-ce que tu peux me donner 3 jetons? Est-ce que tu peux me donner 6 jetons? Là aussi, je vous montre un exemple d'un enfant, ça sera, je pense, la dernière vidéo, à part si on a le temps pour plus de vidéos, d'un enfant qui ne comprend pas du tout ce principe de cardinalité et qui va avoir, vous allez voir, un comportement assez aussi amusant. Est-ce que tu arrives à me donner 9 billes, s'il te plaît? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, j'en ai 9? Oui. Voilà, ça c'est important de toujours redemander. Alors là, j'en ai 9, hein. Bah oui, t'en as 9, d'accord. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'elle a quand même cette litanie, d'accord. Il y a une régularité. Mais à chaque fois, elle donne plusieurs billes. À un moment donné, elle prend bien la précaution d'en remettre une. On ne sait jamais si on se trompait. Mais bon, voilà, ça ne va pas vraiment faire le job. Ok, donc effectivement, on peut voir que certains enfants ont des difficultés particulières par rapport à ce principe-là. En fait, il y a des études extrêmement précises là-dessus. C'est les études de Sarnecka et Carey, et donc qui montrent, ces autrices, qu'à 3 ans et demi, 50% des enfants peuvent donner le bon nombre de jetons, évidemment dans la limite de leur connaissance de la chaîne numérique verbale, d'accord. Donc 50% des enfants. Mais en revanche, 50% des autres enfants ne vont pas parvenir à donner le bon nombre, mais vous allez voir qu'il y a une classification au sein même des enfants qui échouent la tâche. Donc effectivement, 50% des enfants qui vont, vous allez voir, ne donner qu'un nombre limité de jetons. En effet, sur les 50% à 3 ans et demi, donc c'est aux États-Unis, il peut y avoir quelques petites variations en fonction des contextes aussi, hein, mais en tout cas, ce qu'elle montre, c'est qu'à cet âge-là, il y a 3% des enfants qui parviennent à rien, ils sont prénumériques. Donc là, c'est typiquement l'exemple de la petite fille que je vous ai montré dans la vidéo. Là, elle ne peut même pas donner un jeton, hein. Là, je vous ai donné un exemple, c'est 9, mais on a essayé avec des quantités plus petites, ça ne fonctionnait pas du tout, d'accord. Donc 3%, c'est pas beaucoup, mais 3% des enfants qui sont prénumériques. Après, ça devient assez intéressant, en fait, et c'est vrai que nous aussi, dans les classes, on observe vraiment ça. Il y a des enfants qui vont donner 1, qui vont savoir donner 1, mais pas plus. Et donc, on les appelle les one-knower, et même dans la littérature française, on a tendance à garder cette terminologie-ci. Donc, on va la garder nous aussi. Il y a 19%, donc on va arriver à 50%, évidemment, là, 19%, ils vont donner 2, mais quand je leur demande 3, ils n'y arrivent pas. D'accord ? Et puis voilà, ça continue comme ça. On a 13% des enfants qui donnent 3, mais pas plus que 3. On a 12% des enfants qui vont donner, qui vont donner 4, mais pas plus que 4. J'ai fait une petite erreur sur la slide.
Et ce qui était observé à l'époque, ça a été remis un tout petit peu en question un peu plus récemment, c'est qu'en général, quand ils arrivent à donner 5, ils arrivent à tout donner, encore une fois dans la limite de leur connaissance de la chaîne verbale. On a un collègue qui vient de montrer que parfois il donne 5 mais pas 6 quand même, d'accord? Donc il peut y avoir quelques petites variations, mais il y a un moment donné où il y a une bascule comme ça et il y a une compréhension parfaite du principe de cardinalité, quelle que soit la numérosité demandée. Ok, alors voilà, donc vous avez vu, on est à 3 ans et demi, il y a certains enfants qui n'y arrivent pas. Bien sûr, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit avant, les enfants qui ne parviennent pas à la tâche, ils ont plutôt tendance à être de milieux socio-économiques plutôt faibles, d'accord? Donc pareil, au même titre que les autres présentations, l'idée c'est de rétablir un tout petit peu tout ça et d'aider les enfants qui ont des difficultés particulières. Et donc voici ce que je propose et je vais vous expliquer sur quelle base, disons, théorique je repose cette idée-là. Donc c'est sur une base de jeu, puisque les enfants, comme vous savez, aiment bien jouer, donc on va essayer de les motiver le plus possible. Ils vont être petits, hein, il faudrait qu'on décide ensemble si on décide de travailler ensemble, mais voilà, ils ont 3 ans et demi là dans l'étude que je vous ai montrée. Je pense qu'on peut commencer à 3 ans. Cléa tout à l'heure disait que ça plafonnait pour le principe de cardinalité à 4 ans. Nous on a ça aussi parfois, mais surtout, alors si vous connaissez la Suisse, on teste à Montreux. Donc Montreux, c'est beaucoup d'argent à Montreux, donc les enfants viennent de... Voilà, il n'y a pas beaucoup de mixité sociale. Voilà. Donc il faudrait recommencer. Et là, c'était le cas dans l'étude de Clary, il y avait beaucoup plus de mixité sociale. Donc il faudrait qu'on sorte un peu de Montreux et de la Belgique flamande pour aller voir ce qui se passe, ça serait pas mal en fait. Ensuite, on va donc travailler sur le principe de la tâche que je vous ai montré tout à l'heure, la tâche Give me n, donne-moi n. Et puis, voilà, l'idée, ça serait de profiter de la connaissance du principe de correspondance terme à terme, de s'appuyer là-dessus pour pouvoir justement développer cette notion de cardinalité. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que toutes les études montrent que le principe de correspondance terme à terme est acquis avant le principe de cardinalité. Donc on devrait justement pouvoir s'asseoir dessus pour pouvoir développer le principe de cardinalité. Si les enfants n'ont pas le principe de cardinalité ou pas encore, vous allez voir que là, ça ne va pas aller pour eux et donc il faudra aller sur d'autres biais pour les aider à mieux comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour jouer à ce jeu? Il faut un plateau modulable tel que celui-ci. Modulable parce que vous pouvez effectivement enlever des cases en fonction des capacités des enfants. Là, il y a un truc hyper important. Là, j'ai mis des chiffres, des symboles sur les cases. On n'en a pas besoin, en fait. Vous verrez dans le jeu, on n'en a absolument pas besoin. Si ensuite, par contre, on pense que les enfants peut-être pourraient profiter de ceci pour justement construire la relation, comme était évoqué tout à l'heure par André, entre non symbolique et symbolique, on peut les garder. Mais encore une fois, c'est tout à fait accessoire. Donc, on n'a pas besoin que l'enfant sache compter jusqu'à 16 ou 19, comme dans mon exemple précédent, pour pouvoir jouer au jeu de plateau. Qu'est-ce qu'il faut ensuite? Donc je remets la version avec 19, puisque j'ai lu qu'à la fin si je ne me trompe pas, à la fin de la maternelle, les enfants devraient être capables de compter, en tout cas jusqu'à 19. Vous me corrigerez, mais ça, je vous dis, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il faut un dé. Alors un dé classique à 6 faces, mais on peut tout à fait décider qu'on peut, on peut trafiquer ce dé pour que finalement ça aille que jusqu'à 4 ou 5, d'accord, avec 2 faces par exemple, avec la même numérosité, en fonction du niveau, etc. Il faut absolument 2 tas de jetons différents, en termes de couleur, ou en termes de forme, comme vous voulez, mais deux tas différents. Et le but du jeu, pareil, il est modulable. L'idée, ça serait soit l'enfant il joue tout seul, et alors on pourrait lui dire écoute, essaye d'arriver au bout du plateau en le moins de coups possible, d'accord? Ou bien, si on joue à 2, on peut faire une course. Mais si on fait une course, il faut absolument 2 jeux de plateau. Vous allez voir pourquoi. Parce que l'enfant va se déplacer, alors c'est plus que déplacer, sur son propre plateau. Alors, le but est le suivant. Donc l'enfant, il va lancer le dé, toc. Par exemple, il fait 3. Et donc là, on lui dit, OK, tu as fait combien? L'enfant, il va compter, d'accord? Ça, il va savoir le faire. Vous avez vu dans toutes les vidéos, les enfants comptent, d'accord? Savoir s'il peut dénombrer, c'est le sujet ici de la question. Donc, combien est-ce que tu as fait? Alors, l'enfant, il va compter 1, 2, 3. Alors là, on dit, très bien. Est-ce que tu peux prendre le même nombre de jetons? Pareil, il faut qu'on travaille la terminologie. On peut faire à la Piaget la même chose, beaucoup de jetons. Autant de jetons, ou bien pourquoi pas 3 jetons, d'accord, c'est à décider, que le nombre que tu viens de faire. Alors, soit c'est un succès, donc on est content, d'accord, soit c'est un échec, et là, c'est là qu'on se dit on va peut-être pouvoir aider l'enfant. Donc, on va profiter de normalement sa connaissance du principe de correspondance terme à terme pour pouvoir justement lui faire produire la numérosité 3. Et là, on va lui dire quelque chose comme ça.
Est-ce que tu pourrais prendre, dans ce tas-là, un jeton pour chaque point là, du dé, d'accord? Et tu les, voilà, on ne dit pas tu les mets en correspondance, mais tu prends un jeton pour chaque point du dé. Là, pareil, soit il y arrive et c'est très bien, donc il les met, ou soit il n'y arrive pas et on le fait nous-mêmes, d'accord? Dans ce cas de figure-là. Je pense qu'il y arriverait, d'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on montre et ce qu'on observe dans les classes, c'est que les enfants, surtout quand ils n'ont pas encore justement tous ces aspects de cardinalité, ils vont effectivement reproduire la numérosité, mais même dans une dimension perceptive, d'accord? Donc ils vont reproduire la figure sur le dé. Mais c'est pas de problème pour nous parce qu'on se dit, ok, on va peut-être profiter de ça, justement pour acquérir ce principe. Donc une fois qu'on a réussi, vous voyez, à plusieurs étapes à la production de cette numérosité 3, alors on va dire très bien, alors tu peux me dire quand même combien tu en as, ça c'est important à chaque fois, et qui montre bien les 3 jetons et non pas le dernier. Et là, subtilité, ok. Alors est-ce que tu peux remplir le plateau avec tes 3 jetons? Là, c'est super important. Donc ce que je demande à l'enfant, c'est en fait la chose suivante. Donc vous voyez bien l'animation digne de Spielberg. Hop. Et là, vous voyez qu'en effet, l'enfant remplit le plateau et ne se déplace pas sur le plateau comme classiquement dans tous les jeux de plateau qui sont utilisés, soit dans la littérature, soit justement dans la rééducation, d'accord, ou la remédiation. Pourquoi? Parce que je pense que se déplacer sur un plateau ne peut pas travailler le concept du nombre de manière profonde. Exactement pareil. Donc là, je fais revivre Rémi Brissot et j'en suis très fière. De la même façon, les lignes numériques qui sont affichées sur les classes, si on ne fait pas un travail pour justement associer la cardinalité à cette ordinalité, de mon point de vue, ça ne travaille pas plus qu'effectivement le comptage et la représentation des nombres dans l'espace. Est-ce que c'est suffisant pour développer un concept de nombre? Je ne le pense pas du tout. Donc d'où cette version-là du jeu de plateau où effectivement là, on remplit les cases et une fois que les cases sont remplies, donc il y a bien 3 jetons, on n'est pas simplement sur la case 3, il y a bien 3 jetons et là on va encore redemander à l'enfant de montrer ces 3 jetons. Et puis voilà, l'enfant peut continuer. Donc là, on va être dans un scénario où il joue tout seul. Mais je vais aller plus vite parce que je pense que vous avez compris. Mais quand même important, donc il relance le dé. Donc là, il fait 5. Ok, donc exactement même scénario que tout à l'heure. On lui fait mettre en correspondance si il n'arrive pas à prendre les 5 jetons. S'il n'y arrive pas, on le fait nous-mêmes dans la même configuration perceptive pour qu'il comprenne bien. Et on lui demande de placer ses jetons. Et là, les jetons vont être placés à la suite des 3 jetons. Donc c'est pour ça qu'il faut 2 couleurs différentes parce que là, il faut qu'il identifie la frontière. D'accord? Donc ici, bim, Spielberg à nouveau. Toc. Je vais plus vite quand même parce que je pense que vous avez compris le principe. Mais là, de la même façon, on va lui demander à la fin, ok, est-ce que tu peux me montrer, vous voyez là, à ce tour-ci, combien tu as mis de jetons, etc. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas forcément besoin des chiffres arabes en fait sur le plateau, mais cependant, si vous avez envie de travailler ça aussi, vous pouvez le faire sur des enfants plus avancés, d'accord? Ok, donc voici ce que je vous propose. Alors bien sûr, moi je suis expérimentaliste, donc il faudrait tester ce protocole-ci. Et voici comment on pourrait le tester. Avec un plan classique de préévaluation du principe de cardinalité. Ensuite, une intervention, donc la pratique du jeu que je viens de vous proposer. Et une post-évaluation du principe de cardinalité. Au minimum, après, on peut rajouter des pré-testing, post-testing, j'en parle éventuellement tout à l'heure. Là, si on fait ça, ça ne suffit pas. Bien sûr, il faut un groupe contrôle. Et alors, pour le groupe contrôle, justement, je vous propose la version classique du jeu de plateau. Et là, donc, moi, je prédis que dans cette version classique du jeu de plateau, où l'enfant, mais je vais vous montrer quand même, je vous le montre tout à l'heure. Donc là, je m'arrête là, je vous montre tout à l'heure. Pour tester le principe de cardinalité, on va faire exactement ce qu'ont fait Sarnecka et Carey. On sait que ça fonctionne, ça a été répliqué plein de fois, c'est pas la peine de réinventer la poudre, même si parfois ça vaut quand même le coup. Là, je pense pas. Donc on va évaluer le principe de cardinalité avec la tâche donne-moi n. Et là, c'était toujours le même principe. En fait, elle posait tout le temps les mêmes questions, donne-moi 1 jeton et 2 jetons. Et en fonction des réactions de l'enfant, on voyait si on pouvait aller plus loin ou pas. D'accord ? C'est un peu plus subtil que ça, mais je vous le montre quand même un peu plus dans le détail. Donc là, si l'enfant, il donne 1 jeton, 2 jetons, on lui demande 3 jetons. Ah pardon, oui, bien sûr, l'enfant, là, il peut tout à fait échouer. D'accord ? Et donc là, on dira qu'il est prénumérique. Par contre, il peut effectivement être cardinal knower, donc maîtriser complètement le principe de cardinalité. Donc là, on fait vraiment dans l'ordre, ça n'a aucune importance. Évidemment, entre chaque essai, vous remettez tous les jetons dans le tas de jetons, ils ne restent pas sur la table, d'accord ? Vous remettez, à la limite, vous avez des jetons d'autres couleurs et vous alternez. C'est ce que je propose aussi pour le jeu.
Voilà, 6 succès, vous continuez, 4, 5. À 5, on le fait 2 fois pour être sûr, d'accord, ou à 6, on le fait 2 fois si on croit que effectivement ça vaut le coup, pour être bien sûr que l'enfant a le principe. Effectivement, je vous ai mis là, on peut alterner avec d'autres objets pour que voilà, l'enfant ne soit pas contaminé par ce qu'il a fait à l'essai précédent, par exemple. Donc là, on a deux populations, hein, les prénumériques et les cardinal knowers, ceux qui maîtrisent le principe. Mais bien sûr, l'idée, c'est qu'on aura des enfants intermédiaires. Donc là, il faut être un tout petit peu plus subtil. Donc l'enfant, effectivement, là, il peut échouer à 2 alors qu'il a réussi 1. Et donc à ce moment-là, on recommence à 1 pour être sûr que ce n'était pas un hasard. On fait tout le temps ça. Et puis là, donc, on voit qu'il peut vous donner. Alors, est-ce que tu peux me donner 2 citrons? Et donc, il est one knower. Et puis, je ne vous continue pas comme ça, vous avez compris. Hein. Ça peut être relativement long, mais ça vaut le coup de le faire. Et donc, à chaque fois, vous revenez en arrière quand vous avez vu qu'il échoue sur le N+1. Et effectivement, il va y avoir une formule à respecter. Hop, c'est celle-ci. Donc, à chaque fois qu'il a un succès, on fait N+1. À chaque fois qu'il a un échec, on le fait N-1. On le fait 2 fois par numérosité. On ne le met pas en échec, hein, c'est-à-dire qu'à 3, s'il échoue 2 fois, on ne teste pas 4. Et donc, on détermine ici son niveau de connaissance de la cardinalité. Voilà, la pratique du jeu. Je vous l'ai décrit le jeu en détail. Il faut décider combien est-ce qu'on va mettre de sessions, pendant combien de temps, etc. Ça, c'est des décisions délicates. Je fais une proposition pour l'instant, mais bien sûr, c'est à discuter. Ce que je sais, grâce à une autre de mes études sur le comptage sur les doigts, dont je vous parle demain d'ailleurs, que 6 sessions réparties sur 2 semaines, c'est suffisant pour avoir des effets positifs. Donc, je propose d'essayer comme ça pour ce jeu-ci. Alors voilà. Très important, la situation contrôle d'une pratique, d'un jeu de plateau classique. Donc ici, vous avez bien compris, et vous jouez, j'imagine encore, j'espère, à des jeux de plateau où on déplace des jetons. Et effectivement, là, dans le jeu classique, on fait 3. Combien as-tu fait? Très bien. Et là, on dit avance ton pion de 3 sur le plateau. Donc vous êtes d'accord, ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc là, l'enfant va effectivement positionner son pion sur la première case, puis avancer, mais sans ajouter un jeton à chaque fois. Ce n'est pas 1+1+1, c'est un déplacement spatial sur une ligne numérique. Bien sûr, il faut post-évaluer le principe de cardinalité. C'est très facile, on fait exactement pareil que ce qu'on a fait en pré-évaluation. C'est strictement la même chose. Et donc, on a un plan classique en psychologie expérimentale d'intervention avec un groupe expérimental, un groupe contrôle. Et on pourrait même rajouter, pourquoi pas, un groupe qui ne fait rien du tout. D'accord, c'est aussi classique. Ce ne serait pas forcément nécessaire dans ce cas-là, mais on pourrait tout à fait le faire. Combien est-ce que j'ai de temps, s'il vous plaît, pour savoir si... J'ai 18 minutes, donc c'est parfait. Alors, je vais vous montrer en quoi, effectivement, s'appuyer sur ce principe de correspondance terme à terme, ça ne paraît pas complètement fou pour justement développer le principe de cardinalité. Pour ça, j'ai besoin de sortir de ma présentation parce que je ne suis jamais parvenue à insérer le film. Mais si je fais ça... Alors, je vous explique un tout petit peu le contexte. C'est Paul, là, qui est avec sa logopédiste, donc orthopédiste. Et Paul est trisomique, je crois qu'il avait 20 ans à l'époque. Il est trisomique et justement, Suzanne, qui est son orthophoniste, essaye de lui faire acquérir tout ce que je viens de vous décrire là, dont le principe de cardinalité. Et vous allez voir, là, on ne verra pas dans ce film-là que Paul le maîtrisera, ce principe-là, mais on va voir justement le biais qu'elle a préféré utiliser pour lui permettre d'arriver à cette maîtrise. Et donc, je vous rassure, ça a fonctionné. Et donc, après quelques... Alors, c'est beaucoup, en l'occurrence, des dizaines et des dizaines de pratiques, Paul a réussi à comprendre le principe de cardinalité. Vous me dites si c'est assez gros, et si ça ne l'est pas, je fais autrement. Non, attendez, bougez pas. Là, c'est pas encore là. Là, c'est... Eh bien, tu sais de plus en plus de mots, c'est bien. Ouais. Ça va être mieux. Voilà. Ça dure 2-3 minutes, mais ça vaut le coup parce que c'est fantastique. Il y a tout un tas de choses sur le principe de cardinalité, toutes les erreurs que je vous ai montrées. Vous allez voir ça. Eh bien, tu sais de plus en plus de mots, c'est bien. Ouais. Alors, tu choisis quelle couleur? Jaune. D'accord. Donc, tu choisis le jeu. Tu en prends 7. Ouais.
Donne-moi N, donne-moi 7. Et bon. Un, deux, 3, 4, 5, 6, 7. Et toi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 14. Et 14. Ah. Tu en as combien? 1, Tu en as combien? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11. Alors, est-ce qu'on a moi, mes pions à moi, Oui. les tiens? Est-ce que c'est le même nombre? Non. Ah bon, alors il faudrait qu'on ait le même nombre avant de commencer. Hein. Ouais. 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 6. et 7. Et bon. Alors tu vérifies les tiens? Oui. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Et bon, moi j'en ai pas 9. Moi j'en ai 7. Moins 10. Ah bah alors on n'a pas pareil. Ah, moi. Comment on va faire? 1, Oui, 2, oui. 3, 3, t'as raison. 4, 4, c'est parfait. 5, 5, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, Et on le remet dans la boîte celui-là. oui. Et bon. J'arrête là parce qu'après ils vont continuer à jouer, mais vous avez vu en quoi effectivement on peut s'appuyer sur ce principe de correspondance pour arriver en tout cas à résoudre la tâche dans ce cas-là. Et je vous dis là, vous pouvez pas le savoir, hein, il faudra beaucoup d'entraînement. Même la correspondance terme à terme là est pas tout à fait bien acquise, hein, ce qui sera pas du tout le cas des enfants qui seront en maternelle. Mais voilà, on se rend compte qu'on peut s'appuyer effectivement sur cette dimension. Puis si j'ai juste un tout petit peu plus de temps, je vais vous montrer autre chose. Je vous ai dit, là, je propose une version basique des choses où on testerait justement ce principe de cardinalité au début à la fin. Mais évidemment, on pourrait tester d'autres choses. Alors, par exemple, moi, en tant que chercheur, ce qui m'intéresserait énormément, c'est est-ce que le jeu que je propose ici va aussi développer cette position des nombres dans l'espace, le comptage, etc. Peut-être qu'en fait, il va avoir triple emploi, ce jeu-là, d'accord ? Et encore une fois, bon, vous avez compris, pour la cardinalité, je prévois que le jeu classique ne fera pas le job. Mais il y a un autre principe, justement, je vous disais, il n'y en a pas que 5, c'est ceux qui étaient décrits par Gell-Mann, mais il y en a d'autres, et le principe du successeur, c'est un principe aussi qui est il est beaucoup étudié, mais finalement, on n'en sait pas grand-chose. Il y a des chercheurs qui vont penser qu'une fois qu'on a le principe de cardinalité, on a forcément le principe de successeur, d'accord ? Il est compris dedans, d'accord ? Et peut-être d'autres, mais ce n'est pas très clair finalement, qui pensent que c'est peut-être une étape encore supérieure. Moi, je vais vous montrer que je pense aussi que c'est une étape supérieure, ou alors qu'on ne teste pas très bien la cardinalité. Donc le successeur, c'est vraiment cette idée que le nombre d'objets représenté par un mot nombre, c'est le nombre d'objets représentés par le mot nombre précédent, plus 1, d'accord ? Et je vous montre qu'en fait, certains enfants, ou alors peut-être donnent l'illusion, mais en tout cas, selon les critères qu'on utilise, ont le principe de cardinalité, et pour autant, vous allez voir, ne vont pas maîtriser ce principe du successeur. Pour ça, on a inventé avec mon étudiante Marie, là, qui teste tous les enfants, une tâche. Mais en fait, là, pareil, on s'est énormément inspiré de Rémi Brissot, qui, lui, l'a jamais implémenté. Mais en écoutant une de ses conférences, je me suis dit, mais oui, mais ça, faut essayer, d'accord ? Donc, rendons à César ce qu'il y a à César. Je l'implémente, moi, dans les classes, mais c'est quand même Rémi Brissot qui a eu cette idée-là au départ. Et voilà ce que ça donne quand on l'applique. Pardon, je peux peut-être vous le principe avant la tâche, ça sera plus simple pour vous. L'idée, c'est une tâche de donne-moi N classique. Donc on dit, est-ce que tu peux me donner 6 jetons ? L'enfant donne 6 jetons, d'accord ? Ok, très bien. Et là, on dit, excuse-moi, j'en voulais 7.
Donc vous voyez, soit l'enfant a le principe du successeur et donc il en donne un, d'accord, soit vous allez voir, là il peut avoir plusieurs comportements. Le classique c'est de tout enlever puis de tout recommencer, d'accord. Mais il y a mieux que ça, et je vous montre et je finirai là-dessus, dans ce petit film. Est-ce que tu arrives à me donner 5 billes, s'il te plaît? Peux-tu me donner 6? 1, 2, 5, pardon. 3, 4. Et puis 5. Et puis, Bravo. Oh, je voulais dire 6. 3, 4, 5, 6. Là, j'ai 6 billes. Très bien, merci. ok, là c'est vraiment important, Marie repose la question, hein. Là j'ai 6 billes, et la petite fille, vous l'entendez pas parce qu'elle a juste hoché la tête, on peut pas vous montrer les visages, mais elle dit oui, il y a 6 billes. Donc voilà le type d'erreur que les enfants sont susceptibles de faire. Donc on pense que tout est acquis, mais en fait tout ne l'est pas. Donc je proposerais aussi peut-être de tester ce principe du successeur avant et après l'intervention pour voir si en travaillant le principe de cardinalité tel que je le propose, on pourrait avoir des résultats aussi qui seraient transférables si c'est une compétence différente ou bien voilà, qui ferait partie du package et qui permettrait aux enfants de maîtriser aussi ce principe-ci. Voilà, je m'arrête là et je suis ravie de prendre vos questions. Allons-y pour les questions. Oui, merci pour cette présentation. J'avais une question concernant la dernière vidéo que tu as montrée. Est-ce que donc c'était une enfant qui par ailleurs était 5 knower et 6 knower quand tu faisais le test? Exactement, ouais, tout à fait. Okay. Donc elle était dans la catégorie des cardinal knower. Et quand on fait cette manipulation, ça reste rare, on est d'accord, hein, mais parfois, effectivement, on a ce genre de comportement. Et deuxième question, c'est un peu le biais du chercheur qui a toujours envie de rajouter plus de mesures, mais dans les idées d'autres mesures que tu pourrais ajouter, est-ce que ça serait intéressant d'avoir un test de ligne numérique avant et après? Dans ta comparaison des deux groupes, comme les deux groupes sont sur de la représentation spatiale, mais il y en a un où il y a le cardinal et l'autre pas. Complètement. Alors ça serait magique qu'on ait aussi cette mesure-là, mais c'est effectivement plus dans une démarche de chercheur que dans une démarche de remédiation. Mais bien sûr que j'ai ça en tête aussi, ouais, ce serait super. Merci Catherine. J'ai la même question que j'avais eue, je ne sais plus pour qui tout à l'heure. Dans ton idée d'implémenter ça, c'est tes doctorantes, assistantes de recherche, etc. ou former les enseignants dans les classes on a maintenant dans mon labo une grande expertise de former les enseignants. Donc je dirais plutôt ça en fait, pour aussi, parce que dans une idée aussi écologique, c'est-à-dire que j'ai plutôt envie que justement ce soit applicable dans les classes et que ce soit approprié facilement par les enseignants. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des séances de coaching, soit des vidéos, soit des instructions par écrite. On a fait ça, je vous présente ça demain pour le comptage sur les doigts et ça a très très bien marché. Après, on va quand même vérifier dans un setup expérimental un petit peu plus serré qu'un expérimentateur professionnel, disons, trouve bien les mêmes résultats en fait. C'est ce qu'on fait. Cher expert. Merci, Catherine. Non, c'est juste une question de clarification. Donc, dans ton jeu, en fait, du coup, tu as une correspondance terme à terme. Après, si tu fais énumérer les enfants, peut-être j'ai loupé ça spécifiquement, parce que du coup, le principe tel que tu l'as défini, tel qu'il est souvent défini, c'est le dernier mot nombre, c'est la collection. Et c'est ça, finalement, que tu veux arriver à faire comprendre, quoi. Oui. Donc, effectivement, tu as raison. Il faudrait peut-être spécifier le fait que quand ils posent les jetons sur le plateau, c'est un par un. Ils peuvent aussi accompagner d'une comptine verbale. Et puis après, lui demander à chaque fois de montrer pour moi, c'est fondamental, en fait, parce que du coup, ce que tu veux arriver, c'est faire comprendre... En fait, là, tu essaies de bypasser ce côté... tu comptes, et puis après, c'est là. Et je pense que ça peut être super. Mais du coup, je pense qu'il faut forcément une étape où... Complètement d'accord. Tu vois. Ouais. J'avais aussi une autre réflexion, je pense. Et donc, tu as dit les nombres en chiffre arabe, etc., sont pas forcément nécessaires là.
Par contre, du coup, s'ils sont là, en fait, ils amènent presque un mismatch, du coup. Parce que quand tu commences avec ton deuxième terme, enfin, tu vois, si tu fais le 5 après le 3, bah, tu démarres à 5, en fait, enfin à 4. Donc c'est pour ça que je disais ça serait peut-être une étape supplémentaire. Une fois que tu as les enfants, que tu sais que la cardinalité c'est bon, tu rajoutes les symboles et puis tu travailles pourquoi pas même l'addition avec les symboles. Mais je suis complètement d'accord avec toi que c'est plutôt contre-productif dans une première phase des choses. Ouais, complètement. Ouais. Je peux te poser une dernière, mais juste plus large, et en même temps je connais beaucoup moins cette littérature que toi aussi. Comment tu situerais du coup cette idée-là par rapport à, j'imagine qu'il y a plein de trucs qui ont été essayés pour essayer de faire la promotion, enfin de booster le concept de cardinalité chez les enfants. Comment tu le situerais ? Ce qui revient toujours, c'est proche et différent, c'est cette idée de s'appuyer sur le subitizing en fait. Donc ce dont André parlait aussi tout à l'heure, l'idée que vous connaissez probablement tous ce terme-là, mais juste au cas où, donc les enfants ils peuvent appréhender sans compter en fait une numérosité inférieure à on va dire 4. Dans le meilleur des cas, 4, plutôt 3. Et donc voilà, ils s'appuient beaucoup là-dessus, parce que là, les enfants disent spontanément 3, et donc du coup, c'est du bootstrapping, là, ça serait construit à partir de cette compétence-là. Donc ils travaillent beaucoup ça. J'ai moins en tête, mais je l'ai un peu en tête comme ça aussi, quoi, dans un contexte plus riche dans ce jeu. J'en profite parce que Mécro est à côté de moi. Moi, je me posais la question du contrôle avec une tâche de jeu de plateau classique, surtout si tu vises des milieux plus défavorisés. Parce que c'est quand même le genre de tâche pour lequel il y a eu des travaux qui ont montré, alors pas forcément sur la cardinalité, c'est ce que je vérifie, plutôt sur des compétences plus élaborées, mais c'est quand même le fait de faire jouer les enfants à un jeu de plateau. Ça montre un bénéfice chez les enfants milieu défavorisés. Non, justement, Jérôme m'a trouvé la référence absolue un jour où j'étais un peu en peine. Ça vient de sortir en 2024, là, avec les travaux de Francesco Sella, qui montrent en fait qu'il n'y a pas tellement d'amélioration quand tu contrôles tout correctement. Et effectivement, comme tu dis, j'en ai pas parlé de ça, donc il faut que tu lises ce papier-là et tu verras que justement, quand tout est contrôlé, tu n'as pas beaucoup d'effets, si ce n'est pas d'effets. Et comme tu dis, en tout cas, ça intéresse ces effets-là, le comptage, et j'ai relu les papiers de Sigler, etc. Oui, le comptage et la ligne numérique, et voilà, et pas du tout cette notion de cardinalité. Donc très bien, je suis pas du tout en train de mettre ça à la poubelle, mais c'est pas cette dimension-là que moi je voudrais travailler. Non, mais ce que je veux dire, c'est que contraster à cette condition-là, c'est prendre le risque de réduire l'effet de la manip, sauf si tu compares aussi à un groupe contrôle qui fait rien. Je suis assez confiante, et aussi pour tout te dire, je donne beaucoup de formations auprès des enseignants, et ça c'est toujours un truc qui revient, c'est-à-dire la nécessité ou l'intérêt de cette ligne numérique en classe. Et c'est beaucoup critiqué par les enseignants eux-mêmes. Donc ça serait bien qu'une fois pour toutes, on montre quels effets ça a véritablement. Mais ce que j'allais dire, c'est que presque en fait, l'intérêt du jeu que tu proposes avec cette nouvelle modalité des jetons, en fait, moi je serais curieuse de voir justement dans quelle mesure ça permet pas d'améliorer encore plus les enfants. En fait, parce que c'est une forme nouvelle de jouer, là où les enfants pourraient avoir l'habitude de jouer à des jeux de loi, etc. Et donc par rapport à ce champ de recherche qui est peut-être remis en question du coup sur la base de ceux qui n'ont jamais l'habitude de jouer, l'idée que de les faire jouer, ça va les faire progresser. Je me pose la question, là pour le coup, par rapport à ceux qui ont l'habitude de jouer, mais pas du tout sous cette forme-là, et là le bon que ça pourrait leur apporter, et donc selon le milieu, selon leur habitude familiale. Exactement, ouais, tout à fait. Merci. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Moi, j'avais une question sur le pourcentage d'enfants. Tu as une idée de la proportion approximative d'enfants qui auraient des difficultés à comprendre le principe de cardinalité, mais d'une manière un peu inquiétante, entre guillemets. Enfin, là, tu as dit à 3 ans et demi, 50% des enfants qui ne l'ont pas encore acquis, on est dans la norme, quoi. Et puis, sauf erreur, les travaux sur les enfants dyscalculiques montrent que le principe qui pose le plus de problèmes, c'est la correspondance terme à terme. Ouais. Donc, on serait à combien aussi la non-pertinence de l'ordre. La non-pertinence de l'ordre. Mais pas tant que ça, la cardinalité, finalement. Ouais. Donc après, non, j'ai pas de pourcentage sur est-ce que, justement, sur des populations comme ça, où on a un trouble identifié, quel est le bug. Mais bon, après, voilà. Comme de toute façon, ils ont quand même beaucoup de mal à construire le sens du nombre, on peut supposer que ça peut pas mal les aider aussi là-dessus. Mais j'ai pas du tout de chiffres. Et tu as raison, c'est pas celui qui est le plus, disons, chuté chez les enfants dyscalculiques. Anne-Françoise de Chambrier, donc je suis porteuse de projet aussi, mais je présente après le repas. Donc en parlant de repas, je pense qu'on va pouvoir enchaîner. Merci beaucoup.